si les gens participent aux exercices, après un certain temps, 3 semaines, 1 mois, ils devraient observer. Finalement, les mouvements deviennent plus souples, et la rapidité est récupérée. Et là, ça donne cette confiance en soi qu'ils avaient perdue. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Annie Demelt et bienvenue aux entrevues Cas de vie présentées par la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. Le docteur José Moret est notre invité aujourd'hui. Il est un expert en vieillissement, directeur de la division de gériatrie au Centre universitaire de santé McGill, qui a aussi créé une clinique pour l'évaluation des chutes. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous voyez dans votre pratique de tous les jours qui vous a incité à faire ça? Les chutes, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup là, dans votre travail. Oui, c'est exact. C'est une des conditions qui amène les personnes à l'urgence. La plus fréquente, en fait, ce sont les chutes et les conséquences des chutes avec des fractures. Et je trouvais ça tout à fait normal qu'on puisse faire une évaluation plus détaillée pour prévenir d'autres chutes. En fait, le nombre de chutes, selon les statistiques qui sont disponibles en ce moment, sont en augmentation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Oui, en effet, il y a des données plus récentes qui confirment que c'est le cas. La raison étant qu'il y a davantage de personnes âgées et nous savons qu'avec le vieillissement, on tombe plus souvent. En fait, même si les personnes âgées présentement représentent 15-20% de la population, ça représente 40% des chutes et 40% des visites à l'urgence parmi ceux qui ont chuté. Mm-hmm. Alors, à cause de ça, donc, on en voit beaucoup de personnes âgées. Le problème, c'est qu'une fois que la personne, parce qu'un tiers d'entre elles finissent par être admises à l'hôpital. Et durant cette hospitalisation, il y a beaucoup de détérioration qui a lieu et environ un tiers de ceux qui ont chuté finissent par aller en centre de longue durée plutôt que pouvoir retourner dans la communauté. OK. Donc, pour plusieurs personnes âgées, cette première chute-là, la chute, c'est peut-être, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement être ça, mais c'est la première étape vers les soins de longue durée. C'est exact, puisque les chutes ont des conséquences. Nous savons que environ 40% ont des fractures. 10% de ces fractures-là finissent par nécessiter une hospitalisation. Et c'est ces gens-là qui se font hospitaliser, qui sont davantage plus fragiles, qui finissent en centre de longue durée. Alors, on essaie de prévenir des chutes pour que cette spirale de conséquences ne puisse jamais avoir lieu. Et nous savons qu'un des moyens les plus efficaces pour prévenir les chutes, c'est l'exercice physique, surtout certains types d'exercices qui améliorent l'équilibre, la coordination, la flexibilité, l'endurance et la force aussi. Et le programme que nous avons développé, basé sur des évidences dans la littérature, de même que notre propre expérience qui provient de l'hôpital de jour gériatrique que nous avons à McGill, situé à l'hôpital général de Montréal. Alors, on a appliqué ces exercices pour développer le programme SAFE. Et donc, ceux qui vont suivre ce programme auront des bénéfices physiques et autres qui vont leur permettre de demeurer plus autonomes et de chuter moins. Le programme soutien aux personnes âgées pour la force et l'équilibre, vous leur proposez 4 programmes d'exercice. Okay. Ça consiste en quoi? Ça veut dire quoi la mobilité pour ces gens-là? Oui. Alors, la mobilité, c'est cette capacité de se déplacer en sécurité pour pouvoir mener notre vie. Et un des problèmes que les personnes âgées font face, c'est les difficultés à se mobiliser pour faire leurs achats, maintenir la maison propre, prendre les moyens de transport, etc. Alors, et ça conduit à une perte d'autonomie, de qualité de vie. Alors, en améliorant la mobilité, non seulement on prévient des chutes, mais bon, on améliore notre qualité de vie. Alors, les exercices, il y en a 5 différents types d'exercices qu'ils doivent suivre. Et pour chacun d'entre eux, il y a 4 niveaux de difficulté. Parce qu'il faut commencer à des niveaux très
de base avant de progresser vers un niveau un peu plus difficile, plus exigeant. Ils doivent compléter au préalable un niveau inférieur avant de s'avancer. Alors, ça va de très léger, il y a 4 niveaux, avec une difficulté plus grande. Maintenant, les types d'exercices, il y a toujours une période de réchauffement. Parce qu'avec l'âge, beaucoup de nos ligaments, de nos tendons sont très rigides. Et si on ne fait pas des exercices d'assouplissement, de réchauffement, il y a des risques de déchirure et de douleur. Alors, réchauffement suivi d'exercices qui sont souvent la force, ensuite l'équilibre, la flexibilité pour les articulations et ensuite l'endurance également, parce qu'on a besoin d'avoir une capacité aérobique, une capacité qui nous permet, cardiaque et respiratoire, qui nous permet de faire certaines distances et mener une vie le plus normale possible. Comment est-ce que c'est reçu jusqu'à maintenant? On parle, c'est efficace, vous le voyez dans des projets pilotes, mais comment est-ce que les gens le reçoivent? Oui. Ceux avec qui on a essayé le programme et qu'on a reçu du feedback nous disent que c'est très facile à réaliser parce qu'ils se rendent compte que ça a été fait pour eux, pour cette clientèle âgée vulnérable. Alors, ils embarquent avec beaucoup d'enthousiasme. On a trouvé que s'il y a dans la maisonnée un proche aidant, ça facilite beaucoup. En fait, de façon générale, pour faire l'exercice, si tu vois quelqu'un qui t'accompagne, un collègue, un ami, ça facilite notre adhérence parce que le but, c'est de le faire de façon indéterminée. On conseille de le faire 2 fois semaine, si possible 3 fois semaine. Et entre les exercices, on encourage les personnes à se déplacer, à se mobiliser, à marcher, quoi. Nous savons que la marche est très salutaire pour la santé. En fait, je peux vous dire que 80% du bénéfice de la course se retrouve dans la marche déjà. Okay. Et les personnes âgées ne peuvent pas courir beaucoup, surtout celles qui sont plus vulnérables, de sorte qu'il y a des grands bénéfices à marcher. Et si on fait en haut de 5000 pas par jour, il y a des bénéfices nets qui sont observés. C'est sûr, si on fait 10 000, c'est encore mieux, 10 000 pas. Mais déjà, à 5 000 pas, il y a des bénéfices. Alors, on encourage les personnes à marcher les journées qui ne font pas l'exercice du programme SAFE, de faire des marches. Okay. Voilà. Est-ce que, je me demandais pour une personne qui est proche aidante, qui écoute ou qui regarde l'entrevue, et qui peut peut-être se dire, ça me semble intéressant, mais j'en ai déjà tellement. Qu'est-ce que vous leur dites aux proches aidants? Vous avez raison, le rôle de proche aidant est exigeant. Mais ce que j'ai observé, il se passe 2 choses. Il y a un effet de feedback positif où la personne âgée se sent mieux, se sent plus positive, encouragée, elle devient plus performante, ce qui permet aux proches aidants de ne plus se préoccuper autant de possibilités de chute et de sécurité, qui est toujours une préoccupation. Être proche aidant, c'est pas juste le temps dédié à des travaux, comme aussi cette constante préoccupation du bien-être, une charge mentale. Alors, à travers l'exercice, il y a ce bénéfice qui s'installe et le temps donné pour participer et encourager la personne âgée à faire l'exercice, on le récupère après. De 1 et de 2, je peux vous dire que ça crée des liens encore plus forts entre la personne qui fait les exercices et l'aidant naturel. La raison, c'est parce qu'il y a de l'activité au milieu de la journée, c'est différent. Et ça crée vraiment des liens, ce que j'ai observé, dans une ambiance relaxe, propice à fortifier les liens entre les gens. Ça donne des idées de choses à faire aussi. Oui. Ça change peut-être des cartes ou autres. Oui, tout ça. Ouais. Et aussi les bénéfices à long terme que la personne âgée, j'en ai noté, le sommeil s'améliore, l'appétit aussi. Parce que l'exercice est un stimulant pour la santé, pour le bien-être. Alors, il y a beaucoup de choses que des personnes âgées se plaignent qui peuvent être améliorées par un programme d'exercice. Est-ce que c'est votre espoir que les gens commencent avec ce programme-là et qu'ensuite,
justement, peut-être commence à marcher plus, à être plus ambitieux encore? Ou est-ce que c'est possible même pour ces gens-là ou pas nécessairement? Non, c'est possible. Vous savez, même dans les états qu'on dit de fragilité chez les personnes âgées, à travers exercice, nutrition, stimulation, ce qui arrive par l'exercice avec les contacts entre le proche aidant et la personne, on peut s'améliorer et sortir de l'état de fragilité. J'en ai fait des études antérieures avec d'autres types d'exercices plus exigeants que ceux-là, pour une population âgée pas aussi vulnérable, disons. Et là, on pouvait diminuer la fragilité de moitié. Alors, oui, on peut, si vous voulez renverser la fragilité par un programme d'exercice, peut-être c'est pas possible pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de maladies chroniques. Mm-hmm. Néanmoins, l'exercice, c'est le meilleur traitement qui existe, vous savez. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aussi j'ai des gens en tête dans mon entourage qui n'ont pas encore fait de chute, qui, peut-être approchent de 75 ans, mais qui ne sont pas nécessairement actifs. Est-ce que ça s'adresse aussi à ces personnes-là qui s'en vont vers un état peut-être plus... Est-ce qu'il faut attendre de faire une chute pour commencer ça non, ou à madame, qui ça s'adresse aussi? Non, je suis d'accord avec vous. Ils pourraient essayer le programme et en fait leur permettre d'améliorer certaines spécificités, telles par exemple l'équilibre, la coordination, avant de s'embarquer dans des choses qui est un peu plus exigeant. D'ailleurs, moi, j'avais fait des études sur une population qu'on a très, très bien étudiée au Québec, de l'étude nutrition et vieillissement, qu'on appelle NUAGE. Et c'est une grande étude presque de 2000 personnes. Et on a établi que avant que les gens s'engagent dans des exercices physiques, il faut qu'ils aient une certaine confiance en elles et qu'ils aient un minimum de capacité. Alors, en faisant ces exercices-là, ils peuvent acquérir cette confiance, ils peuvent acquérir cette capacité pour aller vers des choses un peu plus exigeantes. Mais justement, quelle proportion, quand on parle de perte de mobilité et pas assez d'activité physique, d'après vous, quelle proportion est reliée à la perception qu'on n'a pas les capacités? Qu'est-ce qui est mental finalement? Oui, il y a une grande capacité. Vous savez, quand notre équilibre commence à devenir plus déficient, quand les tâches au quotidien deviennent plus exigeantes et plus longues, il s'installe un doute sur je suis plus capable. Et ça inhibe la personne. C'est un cercle vicieux. Une façon de casser ça, c'est vraiment de donner à la personne la capacité, la possibilité de réaliser, oui, je suis encore capable. Et là, la roue se met à rouler et ça change carrément. Une des conséquences des chutes, par exemple, et de cette instabilité à la marche, c'est la peur de tomber. Et cette peur de tomber qui est vue dans des populations âgées fragiles, là, vulnérables, c'est un empêchement à avoir une vie normale parce qu'ils ont tellement peur de tomber qu'ils font plus rien. Et là, ils font de moins en moins et tout devient de plus en plus difficile. C'est comme une confirmation de leur impuissance. Mm-hmm. Et une façon de casser ça, c'est effectivement l'exercice physique. Souvent, dans des situations dans lesquelles il y a des gens de réadaptation. Mais nous croyons que notre programme va être en mesure de répondre à cette difficulté de manque de confiance en soi et peur de tomber. Parce qu'on a essayé ces exercices-là déjà dans notre hôpital de jour de gériatrie et on a vu que ça porte des résultats. Alors, si les gens participent aux exercices, après un certain temps, 3 semaines, 1 mois, ils devraient observer parce que finalement, les mouvements deviennent plus souples, la rapidité est récupérée et là, ça donne cette confiance en soi qu'ils avaient perdue. Vous commencez avec le Québec, mais bon, ça n'a pas de frontières, là, cette série d'exercices-là. Puis, comme vous disiez, il y a déjà des outils qui existent ailleurs, des suggestions d'exercices pour les personnes âgées ou les personnes plus fragilisées, mais celles-ci qui sont spécifiquement pour réduire les chutes, oui. Ça, c'est très particulier à quelque chose que vous avez développé à McGill
C'est exact. L'approche est un peu innovateur, même si les exercices étaient déjà un peu partout éparpillés, plus on les a mieux, si vous voulez, arrangés, structurés. Mais je connais beaucoup de collègues gériatres à travers le Canada, et même à l'extérieur, qui ressentent besoin d'un tel programme. Et après le lancement qu'on a l'intention de faire ici au Québec, on va aller vers le reste du pays, puis des contacts que j'ai en Europe et à l'extérieur qui peuvent aussi le mettre en application. Il y a des moyens pour y réussir à travers des associations de gériatrie à travers le monde que j'ai des contacts, mais c'est un plan, une approche. Mm-hmm. Pour l'instant, nous aimerions le faire au Québec, surtout avec l'aide des différents proches aidants, les associations, la FADOC, même le gouvernement qui peut nous aider, parce que beaucoup de ces personnes âgées confinées à domicile reçoivent de l'aide de la communauté des CLSC, alors que les professionnels des CLSC soient au courant de ces exercices qui vont pouvoir encourager les personnes à le faire à domicile. Mm-hmm. Alors tout ça, ça fait partie d'un plan de déploiement pour lequel aussi la Fondation du Montréal, l'Hôpital général de Montréal participe. Mm-hmm. Parce que tout ça, il y a des frais. Et la Fondation connaît beaucoup de donateurs qui pourraient bénéficier des exercices quelqu'un de leur famille, de sorte que un des partenaires, vraiment le partenaire le plus important, c'est la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. OK. Dites-moi, votre rêve, on parlait des statistiques, c'est assez, comme c'est bien documenté. Est-ce que vous êtes fixé un objectif? Ouais, l'objectif comme tel serait effectivement de réduire les chutes. On voudrait atteindre facilement, disons, toutes les personnes âgées confinées à domicile, qui représentent, je dirais, 25% de la population âgée. Présentement, on approche d'1 million de personnes en haut de 65. Les fragiles, c'est 20%. Alors, on parle de 200 000 personnes. Alors, moi, j'aimerais que 200 000 personnes âgées fragilisées puissent embarquer dans les exercices. Mais le futur nous le dira, parce que à chaque fois qu'on accède le programme dans le site web, safe, aîné.com, il laisse on fait une collecte de l'utilisation, puis on va savoir combien de touches ont été faites, puis qui suit le programme jusqu'à la fin. Et on espère dans les prochaines années faire la démonstration que ces chutes-là, effectivement, le programme est utilisé pour réduire des chutes et qu'il y a moins de chutes chez ces gens-là. Ça commence avec l'exercice, avec l'activité physique. Comment est-ce qu'on se protège? Comment est-ce qu'on évite de devenir justement une personne qui est plus vulnérable et fragilisée? Oui. Et je pense que dans une très large mesure, tout ça, on peut prévenir. Vous savez, il est vrai qu'avec le vieillissement, on perd des capacités. On devient certainement moins performant. On n'a qu'à voir les athlètes après 40 ans. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui sont en compétition, là. Ils prennent leur retraite. Mais il nous en reste suffisamment de capacités pour mener une vie normale au quotidien. Capacité de se déplacer sans tomber, de faire son épicerie, d'aller à la banque, sortir, aller au cinéma ou au musée. Et ça, pour maintenir cette capacité-là, il s'agit tout le long de nos vies. Et ça, après la vingtaine. Parce que jusqu'à la vingtaine... Aussitôt que la vingtaine. Oui, on le sait. Mm-hmm. Dès qu'on s'embarque dans le milieu du travail, de la profession, quand on finit les études, c'est là qu'on commence à devenir sédentaire. Mm-hmm. Et on est souvent fatigué par notre travail parce qu'on a la misère à faire une vie équilibrée. Hein? Et à ce moment-là, on devient de moins en moins actif. On fait de l'embonpoint. Les hommes gagnent en moyenne 40 livres entre 20 et 40 ans. Hein? C'est aussi clair que ça. Alors, tout devient un peu plus difficile. Et toute tâche qui requiert un effort, c'est pas facile. Il faut être extrêmement motivé. Alors, il faut commencer tout pour que ce ne soit jamais trop difficile. Oui. Et là, on va toujours être performant.
performant suffisamment pour avoir une bonne qualité de vie. Et vous croyez que c'est possible? Ça, c'est vraiment ma dernière question, parce que on va être là toute la journée, mais vous croyez que c'est vraiment possible de voir une population, des gens qui ont 75, 85, même 95 ans, qui se déplacent, qui ont toute leur mobilité, sans dire que c'est parfait, là, mais qui sont capables de vivre des vies pleines et saines. Exact. Moi, c'est possible. La majorité devrait être en mesure de vivre comme ça. Il va toujours avoir des individus un peu plus fragilisés parce que, soit par leur hérédité, il y a des maladies qui s'installent, soit parce que leur disons, choix de vie, des maladies qui apparaissent. On n'a pas à l'abri de choses difficiles, mais en moyenne, on parle ici de 60% au plus, devraient être capables toujours d'être autonomes. Ce qui nous désirons tous, hein? On veut rester dans notre chez-soi, mener une vie la plus normale possible. Et pour la majorité des gens, c'est possible si tout le long de leur vie, ils ont toujours été actifs ou proactifs pour maintenir une capacité physique là, qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Tu sais. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Moret. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir écouté cette entrevue Code Vie présentée par la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. Et pour en savoir un peu plus sur nos programmes innovants qui sont soutenus par la générosité de nos donateurs, vous pouvez aller sur notre site web codevie.ca ou nous suivre sur les médias sociaux. À bientôt et à la prochaine entrevue.